L'enregistrement est démarré. Nous sommes le lundi 19 juin 2023 et aujourd'hui nous allons parler du transfert de richesse chez Sarah et envisager un processus par lequel, qui va nous permettre de comprendre ce qui se passe. OK ? Donc, je vais partager mon écran et après, on pourra parler ensemble, évidemment. Voilà. Et nous allons... Est-ce que vous voyez mon écran? OK. Les SPAC pour le transfert de richesse chez Sarah. Voilà. Alors, Eric, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un SPAC? Toi qui es notre spécialiste chez QSI France. Je sais pas trop quoi. Tu ne sais pas ce que c'est? C'est un special purpose asset, je ne sais trop quoi. D'accord. Alors, je vais demander à Pascal de couper son micro et puis à toi aussi, Eric, et on rouvrira à la fin parce que j'ai un drôle de bruit. Je ne sais pas si vous l'entendez. Alors, un SPAC, qu'est-ce que c'est? C'est une société d'acquisition à vocation spécifique, Special Purpose Acquisition Company. Ce que vous allez lire, c'est un résumé de la définition de la SEC, de la Société des opérations de bourse. Une SPAC, vous verrez après, vous allez vite comprendre le rapport avec les tokens. Une SPAC, c'est une société qui n'a pas d'activité opérationnelle lorsqu'elle est introduite en bourse. On émet des actions et les profits de la vente de cette émission d'actions, ce qu'on pourrait appeler IPO, sont séquestrés dans un compte séquestre ou accumulés sous forme de trust. Moi, je le compare à une tirelire. On émet des actions, on donne des tickets à chaque personne qui nous donne une pièce ou un billet et l'argent est gardé dans cette grande tirelire qu'est la SPAC. Ces titres, ils sont émis en vue d'une acquisition ou d'une fusion future dans un secteur bien particulier et il y a une échéance qui est déterminée, même si elle n'est pas forcément précise, elle doit se passer avant une certaine date. Enfin, cette compagnie peut trouver un moyen ainsi d'isoler un risque financier. Cette compagnie a peut-être déjà une activité, mais elle veut se lancer dans un nouveau secteur, dans un nouveau projet, éventuellement dans le capital risque, on en reparlera. Et le fait d'avoir une SPAC, eh bien, ça sépare ses activités. Et donc, le risque financier éventuel qui va être associé à la SPAC, parce qu'il est réel, pourra être isolé du reste des activités. Et enfin, par extension, NIC donne ce nom à une action tokenisée parce qu'elle combine les caractéristiques que je viens d'énoncer et elle combine également les caractéristiques d'une compagnie coquille. Alors, la traduction de Shell Company, ça va être plutôt société écran. Mais à mon sens, c'est une définition qui est assez négative et qui fait plutôt penser à une tentative d'isoler, peut-être en vue de fraude, comme ça a été souvent le cas. Là, on va plutôt dire une compagnie coquille, au sens où d'abord c'est parfaitement légal et légitime d'utiliser la forme de la SPAC, et elle va pouvoir effectivement, on va pouvoir mettre dans cette coquille différentes choses. Sur le marché du capital risque, on va imaginer un groupe d'investisseurs qui met en commun ses actifs parce qu'ils veulent lancer un projet qui est un peu risqué. Une nouvelle invention, je pense par exemple à le concours Lépine, par exemple. Donc, c'est parfaitement justifié. Alors, j'ai parlé de capital risque et d'investissement. Imaginons une invention. On veut, par exemple, on a trouvé un processus de nettoyage de la surface des océans. Évidemment, ça n'a jamais vraiment été testé. Donc, au début du lancement de cette société, qui est idéale pour le capital risque, la coquille est vide.
le créateur qui cherche le financement a souvent peu de choses à présenter, hormis son idée et des plans, et les financeurs n'ont pas de produit fini. Ils ont le business plan du créateur, les plans techniques, la description, les objectifs. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de capital risque? Parce que, en ce qui concerne les SPAC, 95% de ces projets échouent. Mais comme c'est très rentable, un projet qui réussit est extrêmement rentable et il va pouvoir compenser les autres pertes. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? De la même manière, si vous achetez 1000 tokens et que 99% de ces tokens ne donnent pas grand-chose ou rien, vous pourrez cependant, avec un seul token, créer une petite fortune pour vous-même et pour votre dépendance. Donc, on voit qu'il y a un fort parallèle entre les tokens et cette forme que sont les SPAC. Alors, j'espère que vous pouvez lire ce qui apparaît maintenant sur l'écran. Hein, vous verrez que la compagnie Circle rentre en bourse avec un contrat qui est fait par l'intermédiaire d'une SPAC. On voit également que le 28 octobre 2022, il y a eu une communication comme quoi la plateforme d'échange CoinCheck finalisait son listing sur le Nasdaq à travers une fusion, et ceci s'est fait avec une Special Purpose Acquisition Company, une SPAC, une société à but spécial qui est l'acquisition. Et là, ça s'appelait Thunder Bridge Capital Partners 4. Donc, on voit que non seulement les SPAC existent, mais elles existent également dans le domaine des tokens, des crypto-monnaies. Nick fait cette remarque qui est intéressante, c'est que les SPAC, alors je ne sais pas exactement quand elles apparaissent, mais d'après lui, elles seraient apparues au début des années 80, en étant très peu utilisées, si peu utilisées que même beaucoup de spécialistes en bourse ne pratiquaient pas et ne connaissaient pas très bien ces sociétés. Il le remarque que depuis 2 ans, on voit beaucoup de SPAC être créées et fonctionner. Je viens de vous en donner 2 exemples, et probablement notamment dans le domaine de la tokenisation. Donc, on voit qu'il y a une adéquation assez parfaite. Alors, il existe également une autre forme de société qui s'appelle SPV, Special Purpose Vehicle, c'est-à-dire un véhicule à but spécial, qui est une filiale créée par une compagnie pour, de la même manière, isoler un risque financier. Donc, c'est légèrement différent de la SPAC, mais l'objectif est vraiment le même. Ça peut être une compagnie holding qui va sécuriser une dette, c'est-à-dire, d'après ce que je comprends, isoler cette dette, l'isoler au sein d'une SPAC par rapport au reste des activités de la société. Donc, les SPAC sont utilisés par ce qu'on appelle en anglais les venture capitalists, c'est-à-dire les gens qui investissent dans le capital risque, parce qu'ils veulent consolider, former, monter un pool de capital avant d'investir dans une start-up, ce que j'expliquais déjà tout à l'heure. Alors, Nick va utiliser cette image de la SPAC pour parler de Special Purpose Acquisition Coin, c'est-à-dire une pièce à but spécial, qui combine les caractéristiques de ces 2 entités, comme je vous le disais, une SPAC et la SPV, ainsi que celle des compagnies coquilles, les Shell Companies. Alors, ça peut être un partenariat limité, ça peut être dans le temps, ça peut être un trust, une corporation, et ça peut même être une société à responsabilité limitée. Alors, comment est-ce qu'on peut continuer cette comparaison avec la tokenisation que nous voyons sur Stellar?
qu'on appelle les ICO, les mises sur le marché d'émissions de tokens. Eh bien, quand un token est créé, mettons McDonald's, on sait qu'on n'achète pas la compagnie, bien qu'il y ait des gens qui croient parfois acheter la compagnie. Parfois, on sait qu'on achète un token qui va représenter 17% des actions d'une compagnie, par exemple. Dans le cas de McDonald's, on se doute que la compagnie ne vaut pas 0,05 cents par action ou par token. Donc, on achète quelque chose d'autre. On ne sait pas exactement ce qu'on achète. On achète quelque chose qui n'est pas encore présent aujourd'hui. Mais il faut bien lui donner un nom. Donc, dans la mesure où il va s'agir d'utiliser les fonds saisis chez McDonald's, on ne va pas l'appeler Walmart. Donc, on va appeler McDo. Vous avez vu qu'il y avait certaines compagnies avaient des tokens avec des noms différents, notamment dans le domaine minier, sans doute parce que les compagnies peuvent très bien tokeniser une mine, puis une autre, ou bien un produit, du zinc, et puis après ça va être du plomb, parce que ces produits vont peut-être se trouver ensemble au sein de la même mine. Alors, on a tout cela. Alors, évidemment, c'est utilisé par les détracteurs de Stellar qui disent « mais tout ça, c'est flou, vous êtes trompés, on vous fait croire qu'on vous vend McDonald's, mais pas du tout ». Alors que je vous rappelle que de toute façon, ça n'est pas illégal. Je pense que ça fait longtemps que Emily ne serait plus en liberté et que même un concept comme celui de la Shell Company est légal. On peut aussi noter que chacun de nous va imaginer parfois différemment ce qu'il achète. Certaines personnes vont faire des recherches et vont dire, ou on a vu Whiplash quelquefois en parler, et dire bah là, ça représente 15% des actions. Mais le token à côté représente 30%. Donc le flou existe, on peut faire des recherches. Si je prends le cas de McDonald's, je pense que vous allez vous rappeler de cette discussion où il a été question du fait que ce qui était intéressant chez McDonald's, c'était moins les actions de la compagnie que l'immense richesse qu'elle détenait en immobilier, puisque les McDonald's sont toujours situés dans des emplacements de catégorie, ce qu'on appelle A, dans l'immobilier, c'est-à-dire idéalement placés dans une ville. Sur quoi nous concentrons-nous lorsque nous achetons une ICO, un achat groupé? On se concentre sur la possibilité de la valeur future, afin de prendre un risque calculé, risque est évidemment très petit étant donné les prix qui sont vendus. Alors là, Nick donne une explication intéressante, c'est celle du risque calculé. Et il prend l'exemple du sac qui contient 5 billes blanches et 5 billes noires, en imaginant que chaque fois qu'on tire une bille blanche, on augmente la probabilité d'en tirer une blanche encore au coup suivant. Contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, on n'a pas à chaque fois une chance sur 2, non. Puisque si on a déjà tiré une bille blanche, il va rester 5 billes noires et 4 billes blanches. On a donc un peu plus de chances de tirer une bille blanche. Et ces risques calculés, quels sont-ils? Eh bien, ça va être toutes les nouvelles que nous suivons, que nous attendons depuis 2 ans, que nous voyons, que nous interprétons. Par exemple, la démission de 2000 PDG, la création d'une norme ISO 20022 pour les tokens, le fait que le dollar perde sa position dominante, l'existence des BRICS, le fait que les BRICS s'agrandissent de telle manière, l'adossement aux métaux précieux, tout ça, on pourrait dire, ce sont des petites billes blanches dans notre sacoche, et chaque fois qu'on voit un événement de cette sorte, on augmente, comment dire, c'est pas qu'on augmente nos chances, mais on augmente, pour ainsi dire, la confiance que l'on peut faire à ce risque que l'on prend. Alors, il y a 2 manières de voir les choses. Si on se dit j'achète McDonald's, non. Non, on pourrait dire effectivement, là, on est mené en bateau, on n'achète pas McDonald's, de toute façon McDonald's n'est pas encore à vendre. Mais si on pense qu'on achète ce qui a été saisi chez McDonald's ou chez Walmart, on sait qu'on achète la future valeur des actifs. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de liquidité.
parce que on est dans une société qui est formée, enfin, on reprend l'image, hein, l'ICO avec la création des tokens, c'est comme une création d'actions, mais on n'est pas dans un vrai marché et donc évidemment, il n'y a pas de liquidité. Alors les gens disent quelquefois, mais on achète des tokens et puis une fois que l'ICO est fini, le prix baisse alors qu'il n'y a aucun actif en face. C'est tout à fait normal. Il n'y a pas de liquidité, il n'y a pas d'actif. On achète une possibilité future, capital risque. Les baisses de prix et les hausses de prix, il faut aussi le faire remarquer, sont le résultat de manipulation de personnes malhonnêtes sur le réseau. Vous savez que si vous mettez quelques aquas et que vous achetez des tokens dans un domaine où il n'y a pas de liquidité, vous allez tout d'un coup faire monter le prix de ces actions. Alors, c'est quelque chose auquel Pascal s'est amusé maintes fois, c'est-à-dire il arrivait à faire monter le prix du token et à l'amener tout en haut du portefeuille. C'est probablement ce qui se passe avec les Luna d'ailleurs, avec les desktops peut-être. Et on a donc ces espèces de courbes de V qui montent très haut et qui descendent très bas. On peut dire qu'il s'agit de manipulation. Alors, moi, personnellement, j'interprète ce qu'a dit Émilie sur le futur des aquas. Elle a dit récemment que les aquas n'allaient plus être utilisés. Et je me demande, alors c'est lié à l'Humandex, hein, aussi, Eva en a parlé aujourd'hui, je me demande si éliminer les aquas n'est pas une manière d'éliminer cette manipulation qu'il est possible de faire avec les aquas. Pourquoi? Parce que les aquas, je me rappelle quand ils ont été créés, il y a maintenant plus d'un an, les aquas finalement ont pris un créneau, ils sont seuls sur ce créneau, puisque les gens transforment tous les pending en aquas. Donc, du coup, donnant aux aquas cette espèce de position dominante, si on la lui retire, les manipulations qui passent par les aquas ne seront plus possibles. Je n'ai pas testé ma supposition en parlant à Émilie, mais il faudra que je le fasse parce que personnellement, c'est l'explication que je trouve. Donc, par rapport au SPAC, avoir conscience que si on entre dans cet investissement, on ne pourra pas en sortir rapidement, évidemment. Une fois qu'on a déposé son argent, il n'y a pas de liquidité, il n'y a donc pas de possibilité d'en sortir sans en perdre. Pourquoi est-ce que l'utilisation du SPAC est indiquée? Parce qu'il n'est pas possible d'utiliser une compagnie classique lorsqu'on n'a pas encore d'actifs tangibles. On ne peut pas vendre du vent. Si on achète une invention qui n'existe que sur plan, c'est très risqué. Je ne sais même pas si c'est autorisé. Eric, tu pourras peut-être nous en parler tout à l'heure. Mais sans actifs, on est dans ce domaine du capital risque. Il faut savoir aussi que c'est une forme qui est économique parce qu'elle peut être montée rapidement. En France, je suppose que c'est la même chose, mais en tout cas aux États-Unis, on ne passe pas par les formalités longues et coûteuses de la SEC. On échappe à ça. Il n'y a pas de capital qu'on est obligé de réinvestir régulièrement. En revanche, les premiers investisseurs, ceux qui vont gagner le plus d'ailleurs à terme, ne peuvent pas se sortir aussi facilement que les petits investisseurs qui vont arriver après. Et enfin, on a une grande liberté dans le contenu et dans le timing. C'est absolument idéal pour les tokens. Alors, j'ai posé à Nick, parce qu'on a eu une réunion avec les admins où on n'était qu'une trentaine, donc ça a été facile de poser nos questions. Et je lui ai demandé s'il pensait que cette forme était utilisée de fait par les développeurs. Il m'a dit qu'il ne le savait pas, que pour lui, il le concevait vraiment plus comme une comparaison. Mais les deux exemples que je vous ai donnés au début de ma présentation me laissent penser qu'il est fort possible que ça soit réellement utilisé. Ce qui me fait également dire ça, c'est qu'on a vu que les chapeaux blancs aimaient faire les choses de manière légitime et au pied de la lettre. Donc, s'il existe un véhicule qui permet de le faire, et à moins qu'ils puissent totalement faire abstraction de la forme sur le réseau Stellar, sur les blockchains, je pense qu'ils utiliseraient cette forme. Nick fait une autre réflexion qui est que
le calcul du risque calculé, hein, je vais vous donner l'exemple des billes noires et des billes blanches, va nous donner un ratio risque-gain qui est si grand que dans le cadre de la tokenisation, et enfin dans le cadre de ce qui nous est proposé, on ne peut même pas l'envisager. C'est-à-dire qu'on va mettre de très petites sommes et qu'on va retirer de très grands gains. Alors, voilà ce que je voulais présenter dans les grandes lignes. Je pense que vous allez comprendre pourquoi j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant et vraiment passionnant, parce que c'est un élément concret par rapport à tout ce qu'on dit sur GESARA et sur ce qu'on appelle le transfert de richesse. Parce que la richesse, on sait qu'il s'agit d'actifs saisis, mais le transfert, qu'est-ce que c'est? Vous savez qu'Émilie parle toujours de pont. La SPAC, c'est un pont. Et là, on peut imaginer un vrai transfert, un moyen d'opérer ce transfert. Maintenant, je vais passer aux questions qui ont été posées à Nick. Je préfère le faire comme ça et on discutera ensemble après. Et on va sortir un petit peu du cadre des SPAC. Mais ça m'a paru vraiment important de le partager avec vous. Là, une chose très importante qu'il a dite, c'est qu'il pense qu'en 2017, quand Trump a fait son tour du monde, vous vous rappelez, quand il est allé présenter les dossiers accablants sur le satanisme, sur la pédophilie, sur l'implication des gouvernements et des grandes entreprises et des institutions, quand il est allé en Arabie Saoudite, puis donc au Vatican et en Union européenne, d'après lui, il a également négocié ce que nous vivons, nous, en ce moment, sur Stellar. Alors, est-ce que c'est à cette occasion qu'il a présenté le nouveau système financier? Je suppose que ça avait dû être présenté bien avant, hein, c'est pas tout nouveau, même en 2017. Mais il aurait à ce moment-là demandé aux pays qui allaient tokeniser leurs biens, ou peut-être en a-t-il fait une condition, il a dû présenter cette idée de faire non seulement un transfert de richesse, mais un transfert d'éthique. C'est-à-dire que transférer la richesse, si on garde l'éthique pourrie qui était celle des satanistes, 10 ans après, 50 ans après, 70 ans après, on était au même point. Donc, il a dû développer ce concept de choisir une partie de la population, d'éventuellement la faire évoluer, la former, hein, pour qu'elle soit capable de prendre en main ce transfert de richesse. Et pour ce faire, il fallait que certaines personnes acceptent de solder une partie de leurs biens. Alors, comment est-ce que ça a été exprimé, je l'ignore, mais peut-être qu'il a dit, voilà, je vous demande de consacrer 0,1% de la richesse que vous allez tokeniser, qui va vous servir à adosser votre système financier national. Je vous demande de consacrer 1% ou 0,1% ou 5% à Stellar. Et Stellar le redistribuera aux personnes à qui cette richesse sera confiée. Peut-être aussi à ceux qui ont des IM et des dons. Ça, je ne le sais pas. Je ne suis pas certaine que ça va se passer comme ça. En leur donnant peut-être aussi barre sur le contrôle. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Émilie a publié des échanges qu'elle a eus avec le prince Salman. On peut aussi remarquer que beaucoup de ces pays étaient des pays des BRICS, des nations africaines. Enfin, tout n'a pas été tokenisé aujourd'hui, hein. Il y en a eu via G7, par exemple, hein, le domaine G7.digital. Mais autrement, on a eu beaucoup de projets liés à la Russie, aussi à l'Afrique, enfin, à tout ce qui est réellement dans la zone d'influence de la Russie aujourd'hui. Alors ça, c'est personnellement, moi, une chose qui m'a vraiment fait chaud au cœur quand Nick l'a énoncé. Alors, il a parlé également de la liquidité. À la question d'où va venir la liquidité, il a fait une précision. Il a dit, quand on dit que tout va tomber à zéro, je ne le pense pas, a-t-il dit.
je pense que cela veut juste dire que la valeur sera transférée et que ce qui tombera à zéro, ce sont les coquilles vides. Hein, évidemment, puisqu'on va vider des valeurs de l'ancien système pour les transférer vers le nouveau système. Donc, les coquilles de l'ancien système vont effectivement tomber à zéro. On peut d'ailleurs voir que les plateformes ferment. Une plateforme qui ferme, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme dont les actifs vont soit être rendus à leurs propriétaires, soit être transférés dans Stellar. Autre question concernant le nombre de personnes concernées. Il lui a dit qu'il estimait que nous étions 1/10 de 1% de la population mondiale. Je le répète, 1/10 de 1%. Il a parlé ensuite des réévaluations. Je mets réévaluation au pluriel, puisqu'il a bien précisé qu'on parle de deux choses quand on parle de réévaluation. On parle du GCR, c'est-à-dire la réévaluation globale des valeurs dans le cadre du GSARA, et la réévaluation des métaux de chaque actif, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Il a précisé que pour lui, elle allait se faire par une sorte de retour dans le temps. Whiplash a parlé des valeurs de 1900, des années 50. Il va y avoir deux choses. On va enlever des zéros, on va revenir en arrière, c'est-à-dire qu'on va effacer ces 50 à 70 ans ou 80 ans bientôt d'évaluation du pouvoir d'achat, d'évaluation de la monnaie, de la valeur des biens, pour revenir à la valeur d'une maison qui, je crois, était de 20 000 $. Une maison de 200 000 $ d'aujourd'hui serait une maison de 20 000 $ en 1950. Donc, non seulement on va avoir ce transfert, on va enlever des zéros, mais on ne perdra pas parce que nos 20 000 $, nous achèterons beaucoup plus de choses que ce que ça a acheté dans les années 50. Alors, tout ça veut dire qu'on n'aura pas besoin de chiffres astronomiques lors de la réévaluation puisque on sera à la baisse en ce qui concerne les volumes, avec un pouvoir d'achat bien supérieur, donc un mouvement en deux temps, là aussi. Alors, j'ai pensé à toi, Eric, parce que la première chose dont il a parlé, c'est de l'Irak. Et il a attiré notre attention sur le fait que cette réévaluation, elle était loin d'être un rêve, puisque l'Irak était en train de la réaliser, évidemment. Chose dont j'avais tout à fait conscience, puisque j'avais suivi l'émission dont on parlait avec Rita et cette femme journaliste qui vit en Irak. Mais c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe et tout ce qu'on assimile, et puis l'histoire des projets humanitaires, ça m'était un peu sorti de l'idée. Donc l'Irak est en train de faire cette réévaluation. Je crois, d'après lui, qu'il reste une dizaine de jours, puisqu'il y a une date limite. On n'est plus dans, maintenant ça doit faire une semaine, peut-être même un peu moins. Et il a rappelé que cette réévaluation se faisait par une proclamation souveraine de la nation qui annonce qu'elle va réévaluer sa monnaie, racheter la vieille devise en donnant des conditions, notamment dans le temps, et ensuite la détruire, enfin détruire les vieilles monnaies, les vieilles devises qu'elle aura rachetées. Et on peut dire qu'il nous a dit qu'à peu près 25 000 $, un billet de 25 000 $ en vaudrait 25, donc on retrouve l'élément que je vais vous donner tout à l'heure pour les maisons, on enlève 3 zéros. Il a aussi rappelé que ce traficotage de la monnaie, c'était la principale raison des guerres. C'est-à-dire que non seulement dans une guerre, on détruit le pays, on se donne un avantage stratégique, mais également on se fait de l'argent sur la pauvreté qu'on crée dans le pays. On crée de la pauvreté, on baisse le pouvoir d'achat, la monnaie est subitement dévaluée et on informe les hauts placés dans l'armée, dans les administrations, dans la diplomatie, les sénateurs, etc. On leur dit achetez des billets, achetez des IM, achetez des dons parce que dans 10 ans, 20 ans, quand on va redresser le pays et réévaluer, vous allez vous en mettre plein les poches.
Et ceci, je crois, était prévu en 2012, il me semble, ou 2009, peut-être bien 2009. Je l'ai dit lors d'une précédente conversation, ça ne s'est pas fait. Je pense que c'est la raison pour laquelle ils ont peut-être vendu. Et c'est pour ça qu'il y en a eu beaucoup sur le marché des billets. Mais on pourra rediscuter de tout ça tout à l'heure. Donc c'était vraiment terrible ce qui a été fait à ces pays. Et ben, on attend de voir ce qui va se passer pour l'Irak. On est très proche. Pour revenir à ce que... ah oui, non, il a aussi dit quelque chose d'autre sur l'Irak. Il a dit, quand les gens vont apprendre qu'un zim ou un dinar un billet payé $60 va en valoir 3 millions, ils vont devenir fous. Ils vont se dire, mais pourquoi j'ai pas vu ça? Pourquoi j'ai pas été au courant? Et donc, ils pensent qu'il va y avoir une sorte de false flag ou que ça va se faire dans une période hyper troublée pour que tout ça passe un petit peu inaperçu. Ou alors que les gens l'apprendront suffisamment tard quand eux-mêmes se rendront compte que leur société est très grande, que leur statut financier est très grandement amélioré pour que ça passe mieux. Parce qu'autrement, il va y avoir cette question de se dire, mais c'est injuste, même si nous, on sait que c'est pas injuste, parce que jamais ils n'auraient accepté ce que nous avons vécu ces 2 dernières années et les investissements qu'on a faits. Et il a dit également, si vous êtes ici, c'est que vous êtes très probablement des supporters de Trump, du plan de Q, que vous avez beaucoup perdu dans ce processus, que vous vous êtes mis en difficulté avec toutes les personnes que vous connaissez, que vous avez perdu votre famille, vos amis. Pourquoi ne seriez-vous pas les mieux récompensés? Nous sommes d'ailleurs bien moins nombreux qu'au début, a-t-il ajouté. Il parle des gens qui se décrochent, qui ont peur, qui vendent leur portefeuille, qui arrêtent de suivre, enfin, on a le cas dans notre famille, vous arrêtez de suivre juste au moment où les achats groupés arrivent, c'est dommage, quoi. On passe à côté d'une grande richesse, je crois. Et c'est là qu'il a expliqué que probablement Trump avait négocié pour nous ses valeurs et négocié pour nous cette nouvelle gestion, parce que c'est quand même une sacrée transformation du monde, si ce ne sont plus des banques, mais de riches individus triés sur le volet qui participent à la nouvelle société. Et il a raconté une histoire comme quoi, il y a des années, Trump aurait offert un zim à une personne de son entourage. Vous savez qu'il est connu pour avoir payé les maisons de personnes qui avaient rendu des services, qui s'étaient vraiment montrées courageuses et dévouées pour l'aider ou aider sa famille ou dont il avait connaissance. Et il a donc offert à une de ces personnes un zim et il lui a dit « Gardez-le précieusement parce que cela vous rendra riche ». Donc, ça attire l'attention sur le fait que Trump est complètement lié à cette réévaluation, je le pense. Et Nick a ajouté, nous avons fait face à l'obscurité, nous avons cru, nous avons choisi la lumière. Voilà. Enfin, la dernière chose qu'il a abordée, en fait, c'est une question que je lui ai posée en lui demandant comment nous allions pouvoir réagir face à un afflux d'argent qui sera très probablement, d'après ce que j'imagine, progressif, parce qu'autrement on perdra tous la tête et on se trouvera débordé. Mais il va falloir après prendre des décisions. Enfin, pour quelqu'un comme Eric, ça va être sans doute plus facile que pour des gens qui n'ont pas du tout l'habitude de l'argent ou de la gestion. Il a confirmé qu'il était dans ses projets, dans ceux d'Émilie, de nous assister à ce sujet. C'est-à-dire de monter une structure qui sera mise à la disposition de ce que moi j'ai appelé, en lui posant la question, la famille QSI. Parce qu'on peut difficilement imaginer qu'on va prendre l'argent et se retrouver tout seul alors qu'on a été tous proches pendant longtemps et qu'on va tous avoir les mêmes problèmes. Donc, on va avoir besoin d'utiliser les mêmes structures et d'avoir les mêmes conseils. Donc, ça, il l'a confirmé et je lui ai dit
en rigolant que nous serions peut-être son projet humanitaire à lui parce que il y accorde beaucoup d'importance et de sérieux et il nous le montre tous les jours. Il a également dit qu'il ne fallait pas que nous nous inquiétions, mais qu'il était très important de mener ces projets humanitaires et qu'on serait sans doute aidé aussi par de nouvelles technologies. Par exemple, si on a des projets qui nous paraissent difficiles à chiffrer, compliqués, lui pense que certaines nouvelles technologies que nous ignorons vont en réalité faire que ces projets ne sont pas du tout si compliqués parce que techniquement, ils seront réalisés de manière moins complexe. Et donc, on aura toutes ces ressources et également les ressources d'être mis en contact avec des professionnels, puisque je pense qu'on ne restera pas éternellement des enfants dans la famille QSI. Voilà, je crois n'avoir rien oublié de ce qui était pour moi, apporter des choses et j'espère que cette présentation vous a plu. Et si vous avez une question ou un commentaire, ouvrez votre micro tout simplement avant de parler. Alors, je résume ce qu'il a dit. Donc, vous avez peut-être des questions auxquelles je peux apporter des compléments. Est-ce que je peux laisser dire un mot? Mais je t'en prie, Eric, avec plaisir. Bon, je dirais, ces histoires de SPAC, ça me fait penser à l'an 2000. Qu'est-ce qui se passait à l'époque? Il suffisait que, c'était au moment de la bulle Internet, il suffisait que deux personnes viennent, qu'elles aient un projet, une feuille de papier, en disant, bah, on va faire ça, boum, ça valait 10 millions. Alors, de francs ou d'euros, peu importe, ça valait 10 millions de dollars. Bon. Donc, les fonds sont venus comme ça. Ça s'est généralisé. Alors, il y avait un premier round de levée de fonds, un deuxième, un troisième, et c'est quelque chose qui s'est étalé sur plusieurs années. Bon. Ah, évidemment, il y en a beaucoup qui ont coulé. Parce que Internet avait la particularité, one winner. D'accord? Un gagnant, et c'est lui qui ramasse toute la mise partout. Donc, effectivement, beaucoup de perdants, mais celui qui gagne, qui a la bonne idée, c'est le jackpot. Bon. En 2008, on a eu des SPV, Special Purpose Vehicle, mais c'est surtout pour permettre aux banques de se débarrasser de leurs mauvaises dettes. Alors, je dis pas qu'elles refilaient pas ça via des produits structurés à leurs clients, etc. Mais bon, c'est des pétards qui ont sauté après. Et je rajouterais dans ce genre d'opération, il y avait quand même l'entrée de Nathaniel de Rothschild et de Tony Howard et d'un type de Goldman Sachs au Kurdistan en créant une coquille qui s'appelait Valares, qui rachetait par fusion le turc Genel, et après il y avait des clauses spéciales qui leur auraient permis d'avoir à peu près 30% ou plus du capital du plus gros gisement du Kurdistan. D'accord? Bon, enfin, c'est quelque chose d'inouï. Bon, donc effectivement, c'est des pratiques. Vous appelez ça SPAC ou je ne sais pas trop quoi, mais pour les financiers, c'est des techniques, diront classiques. Que ça, c'est un peu comme une SA et une SARL. Pour moi, bon, il y a une différence. La SA est cotée, mais pas la SARL. Bon, mais c'est un peu le même principe. Bon, il y a quelque chose, on met quelque chose dedans après, et on fait des choses avec. On fusionne, voilà. Bon, en aparté, je dirais une chose, dans un autre domaine. J'ai noté qu'il y avait des restrictions de circulation sur le pont de l'île d'Oléron du 10 au 20.
et le pont de l'île de Ré ferme le 20 au soir. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour l'instant. Tu parles de quel mois? Tu parles du mois de juillet? Non? Juin. Juillet ou juin? Non, non, juin. Comment Alors, les interprètes-tu? ben, on tire à pile ou face. Voilà. Développe. Ben, j'ai constaté qu'il faisait toujours des travaux à des dates charnières qui nous semblaient intéressantes. Cette fois-ci, j'ai été regarder sur notre île. J'ai pas regardé Noirmoutier, j'ai rien trouvé, mais j'ai peut-être pas bien cherché. Voilà. Bon. Donc, c'est peut-être une coïncidence, je ne sais pas, mais des coïncidences qui se répètent tout le temps, je trouve ça bizarre. Merci, Eric. Pascal, tu voudrais dire quelque chose? Alors, Pascal, il s'exprime évidemment puisque je lui en parle au fur et à mesure de tout ça. Mais bon, n'hésite pas si tu veux communiquer quelque chose. Oui, moi j'ai eu une info qui m'a un peu troublée. Le fils d'une amie a comme meilleur ami un gendarme. Alors pas n'importe quel gendarme, je crois qu'il est capitaine, il est responsable de la section locale. C'est un cadre d'un certain niveau. Et ce monsieur qui était un bon vivant, joyeux, sans aucun problème de dépression, est soigné pour dépression. Ça s'est fait du jour au lendemain. À partir du moment où on a commencé à lui donner des médicaments, alors déjà c'est un petit peu bizarre d'aller voir un médecin qui dit ah bah monsieur vous faites une dépression alors que la personne se comporte normalement depuis à peu près depuis toujours. Et après, avec les médicaments, bah, la dépression s'aggrave au point que la personne est aujourd'hui internée et ne peut même pas participer aux activités de l'établissement dans lequel il est parce qu'il est trop fatigué, trop mal, etc. Alors évidemment, je me suis demandé comment interpréter ça parce que pour moi, il y avait un problème. Et depuis, mon amie est allée au renseignement et elle a appris la suite. C'est qu'effectivement, c'est pas une dépression. Ce monsieur est rentré un vendredi soir chez lui et il a pleuré tout le week-end. Donc visiblement, il s'est passé quelque chose, il a appris quelque chose. Et derrière, ça a été une sorte de descente probablement venant de lui, quoi. Enfin, venant du fait qu'il est dans une situation impossible pour qu'elle crée un tel désespoir. D'ailleurs, il a failli se suicider. Il l'a dit à des proches et il l'a pas fait. Mais c'est allé jusque-là. Alors pour moi, c'est pas causé par la dépression, c'est causé par la nouvelle qui a créé son total effondrement. Alors ça irait dans le cadre de ce qu'on pense, c'est-à-dire que le nettoyage qui s'est fait dans d'autres endroits arrive en France. Moi, je suis un petit peu à l'affût de tout ça, c'est-à-dire que je regarde ce qui se passe en me disant, il y a un moment où il va falloir qu'on voit quelque chose. Oui, puis moi je pense aussi que cette histoire de tremblement de terre qu'il y a eu ces derniers jours est un peu, comment dirais-je, inhabituelle pour le coin. Peut-être qu'Eric pourra me dire non, c'est habituel, je sais pas, je connais pas la région spécialement, mais il me semble pas que ça soit une région tellement à caractère un mouvement sismique important, puisqu'il a été quand même relativement important, suivi de grands orages qui ont été provoqués, on les a vus construire patiemment pendant le week-end, notamment avec des épandages et puis les fameux radars scalaires qui font les arêtes de poissons dans le ciel, qui, à la fin de la journée, bien sûr, nous a amené un orage diluvien
qui a causé quelques dégâts apparemment dans la région aussi. Plus là, actuellement, on a quand même beaucoup de passages d'avions. Disons que c'est des avions militaires, hein, de toute manière, puisqu'on reconnaît quand même des moteurs de chasseurs, des moteurs de porteurs, etc., etc. Donc, je pense que surtout dans notre région, et qui s'étend jusqu'à au Bordelais et aux côtes atlantiques, il y a quelque chose qui se passe. Quoi, je ne sais pas. Peut-être que c'est un problème. Enfin, il y a une pression d'un côté ou une pression de l'autre, enfin, une espèce de une petite guérilla, je ne sais pas. Dans tous les cas, on peut constater ça actuellement. Et les avions, quand on dit passage d'avion, en l'espace de 20 minutes, il en est passé. Ils n'étaient pas spécialement, pas forcément ensemble comme quelquefois, mais il en est passé, je sais pas, une dizaine. Enfin, c'était, oui, ça a été vraiment intense. Et j'ajouterai en ce qui concerne les orages que, évidemment, on n'est pas dans un orage classique. Encore une fois, on est plutôt dans ces événements plasmiques, hein, où on voit des zébrures horizontales, enfin, qui n'ont rien à voir avec la foudre, la manière dont elle se comportait dans notre jeunesse et dans notre âge mûr. Vous avez vu vraiment les épandages d'avions, là? Oui, on en a, nous. Ouais. On en a, mais peut-être que c'est un rapport aussi avec le fait que nous sommes proches de deux grandes bases militaires, parce que on sait aussi que ces épandages permettent les communications, voire même peut-être la dissimulation des avions. Et on les voit très rarement. On les entend, mais on ne les voit pratiquement jamais. Et Eric, j'aimerais bien ton avis sur les tremblements de terre. C'est ce que j'ai marqué sur là-dessus, hein, dans le poste plus haut. Manifestement, il y a pas mal de mutuelles à Niort. Il doit y avoir des choses là-bas, hein. Il y a un petit village on traversait avant, Laigne, qui était bien touché. Il y en a d'autres, j'ai pas fait le détail, hein, mais je suppose qu'on saura plus tard ce que c'est. Moi, ça me paraît évident. Et beaucoup de gens ont quand même senti, il y a des gens et les animaux ont senti deux vibrations, quoi. Un avant le tremblement qui fait tout trembler, quoi. Moi, j'ai rien entendu. Rien. Oui, il y a un autre élément, c'est qu'il y a eu aussi pas mal d'incendies dans le coin. J'avais parlé de l'incendie de Centracor à Nantes. Il semble qu'il y ait eu plusieurs magasins Centracor incendiés. Centracor, j'ai un peu regardé l'histoire de cette société. Il y a des tas de choses qui tiennent pas debout. Mais pour une société qui a aucune raison de bien marcher, ils ont fait beaucoup d'efforts pour ouvrir des magasins outre-mer. Alors, je crois qu'il y a la Réunion, Madagascar. Voilà, donc qui dit transport, dit aussi éventuellement container, etc. Je ne sais pas, peut-être que là j'ai trop d'imagination, mais j'ai noté aussi plusieurs incendies dans d'autres centres du sud-ouest et de l'ouest. Ouais, je me rappelle aussi du secteur. Ça représente à peu près le secteur qu'avait édité avec les points militaires, etc., etc. Je crois que tu te rappelles, Pascal, notre ami Boris, qui avait envoyé une relevée topographique de tous les centres énergétiques, militaires, etc. de la région et qui avait dit faites attention à ce que vous faites quand même en Ukraine, puisque nous, on sait exactement tout ce qui se passe et tout ce qu'il y a et l'endroit où ça se trouve en France. Et il avait envoyé justement une carte des Landes et de tout le coin jusqu'à la côte atlantique en spécifiant tous les relevés de tout ce qui concernait effectivement les bases militaires, etc. Du coin. C'est assez marrant que maintenant, ça soit ce coin-là qui soit touché. J'en tire aucune Oui, conclusion, non. oui, ce que tu ne précises pas, Pascal, c'est qui est Boris Karpov. Il faudrait que tu le précises pour que Eric et les auditeurs qui écouteront après comprennent.
Oui, effectivement, Boris Karpov, c'était quelqu'un qui est encore, qui a un blog, qui a une chaîne Telegram que je suis depuis le début de la guerre d'Ukraine. Et en fin de compte, c'était un ancien agent du renseignement pendant la guerre de Tchétchénie. Maintenant, il est à la retraite, enfin, qui dit. Mais il a quand même beaucoup de renseignements et il continue à avoir beaucoup de relations, dirais-je, au niveau donc bien souvent, il a envoyé des adresses, comment contacter le PMC Wagner, etc., etc. Donc, on voit quand même qu'il est quand même dans l'action et dans quelques secrets militaires. Voilà. Alors, je voudrais faire une remarque par rapport à cette carte de Boris Karpov, effectivement, qui est intéressante et qui est principalement, alors, c'est pas que militaire, hein, ça concerne, je crois, aussi les barrages, les centrales nucléaires, mais si on regarde les opérations militaires, les exercices qui ont eu lieu, notamment, qui sont encore en cours depuis février, et même des mois avant, mais notamment depuis février et jusqu'à aujourd'hui, ils ont concerné la côte méditerranéenne, la vallée du Rhône et l'Est. Voilà ce qui a été décrit pour ces exercices. Il n'y a rien eu dans l'Ouest. Donc, effectivement, peut-être que l'Ouest, il s'en occupe d'une autre manière, via des incendies, des destructions, des grands orages et des tremblements de terre, peut-être. Et ce qui m'a frappé dans ce tremblement de terre, c'est l'importance du secteur touché. Qui, pour une France qui ne connaît plus un risque sismique tellement important, à part certaines zones bien délimitées, ça me paraît une large zone. Je ne sais pas si tu le confirmes, Eric. En plus, on peut dire, ça peut être un moyen de pression sans vouloir vraiment nuire. Juste dire, voilà, on est là, on peut agir. Ce qu'il faut, on a eu la déclaration de Peskov, le porte-parole de la Douma, qui a dit que les Russes avaient fini leur boulot en Ukraine. Et justement, Poutine a montré un document ces derniers jours, comme quoi l'armée ukrainienne avait eu un arrangement il y a un an avec les Russes, comme presque au début du conflit, comme quoi ils étaient plus ou moins d'accord les uns avec les autres, mais tout ça a été balayé par l'OTAN et l'Occident qui a bien sûr entretenu la guerre, etc., etc. Et là, j'ai vu ça aujourd'hui. Peskov a dit, nous de toute manière, notre premier intérêt, notre but était la démilitarisation de l'Ukraine. La démilitarisation de l'Ukraine est terminée pour les Russes, puisque maintenant les Ukrainiens n'ont plus de matériel que de l'OTAN et de l'Occident, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus rien, ils n'ont plus de chars, ils n'ont plus rien. Donc maintenant, ils mettent bien en face des gens le fait que la guerre continue, c'est grâce à l'Occident et aux USA. Eux, ils y sont strictement pour rien, ils font que se défendre. Voilà. Et ce narratif, il continue à le multiplier. Alors, est-ce qu'en ce moment, ils sont en train de faire un moyen de pression? Est-ce que tout ça vient sur les principaux belligérants, hein, puisqu'ils nous appellent maintenant des belligérants directs, hein, quelque part? Je ne sais pas, ou c'est peut-être un moyen de l'autre côté aussi. Enfin bon, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe là actuellement. Que j'avais d'abord dire bonjour à Marie et à Michel, Marie-Hélène et Michel, et vous dire que vous êtes débloqués si vous voulez intervenir. Hein. Votre micro est ouvert, c'est de mon côté. Bonsoir tout le monde, Eric, Pascal et Pascal. Merci beaucoup Pascal pour la présentation sur Nick, c'est super. Et merci Eric pour les infos parce que j'apprends. Je vais laisser... Ah, mais Michel est parti.
Bon, d'accord. Sinon, vous allez bien? Oui, on va bien, Marie-Hélène, je te Très remercie. bien, merci. Et toi? Ça va, ça va, ça va. Dans l'ensemble, on a des bonnes nouvelles, même si il n'y a rien de complètement définitif qui se passe, mais ça progresse, il se passe beaucoup de choses. Je peux peut-être vous donner des petites nouvelles du test de Vladik. Donc, Oui, on a fini la première phase du test, c'est-à-dire que on testait les bugs. Donc, en fait, en gros, on a regardé donc ce petit robot. Il faut imaginer que c'est un petit peu comme Stellarium au niveau de l'échange. Donc, il y a des commandes et on a testé les commandes pour créer notre compte. C'est très simple. Et les tâches. Donc, on nous avait vraiment rien dit. Donc, il a fallu essayer de se dépatouiller, de voir comment ça fonctionnait. Sachant qu'on a tous un petit peu l'impression que c'est peut-être un robot qui apprend aussi. Voilà, donc il n'y avait pas beaucoup de bugs puisqu'on était sur quelque chose d'assez simple, hein, ouvrir son compte, faire la connexion avec le robot et voir s'il avait des tâches à nous faire et les faire. Alors, ce qui était, voilà, il a fallu comprendre comment ça marchait. Donc ça, c'est fait. Maintenant, on va passer au deuxième stade. Et assez vite, je crois, on va voir les paiements en XLM. Être sûr que tout ça marche bien. parfait. Ben, c'est bien. Je pense qu'après, peut-être, enfin, je sais pas, je connais pas. Peut-être il y aura des programmes à choisir pour apprendre certaines choses. Phase 3. J'ai l'impression que c'est le robot qui va peut-être déterminer notre niveau. Enfin, notre niveau, par exemple, au niveau stellar, de ce qu'on connaît, de ce qu'on ne connaît pas. Mais pour l'instant, je ne pourrais pas dire quel est son niveau d'élaboration, donc de complexité. Je ne peux pas en juger pour le moment. Et la phase de test termine quand, on sait ou pas? Pardon? La phase de test, elle termine quand? Alors, au départ, moi, dans l'interview, j'avais entendu 10 jours. Enfin, je crois qu'il avait dit qu'on l'aurait, les gens qui allaient le tester l'auraient le 10 juin. On a dû avoir 2 jours de retard, mais en gros, ça s'est tenu. Et qu'après, il serait mis à disposition de tout le monde. Il me semble que c'était le 30 juin. Je l'ai dit dans la conversation précédente, je crois. C'est-à-dire que ça fait 20 jours. Ça me paraît rapide, mais peut-être. Peut-être. Il est aussi fort possible que le robot dont on va disposer quand ça va être ouvert à tout le monde sera plus simple que le robot dans 6 mois. Hein, et il est vraisemblable qu'ils vont ajouter peut-être, je ne sais pas, mais je pense que quand vous allez la voir, vous aussi, ça sera encore quelque part une phase de test. Tester sur un grand nombre de personnes. Plus grand nombre de personnes, parce que là, on n'est qu'une vingtaine. Moi, je pense aussi, parce que ça va s'améliorer au fur et à mesure. Oui, je pense qu'à terme, on aura peut-être une application assez complexe et non pas une sorte de stellarium. Voilà, donc ce sont des choses qui avancent. Hein, et puis, vous avez vu, il y a aussi beaucoup de choses sur les projets humanitaires. Est-ce que vous avez vu également tout ce qui concerne la gestion de la richesse? Alors, il y a des... Oui, Marie. Non, j'ai pas vu. Alors, il y a plusieurs séries. Il y a une série avec Annie qui avait déjà commencé sur les aspects psychologiques et qui continue. Je crois qu'elle appelle ça The Happy Humanitarian. Mais Émilie a également fait 2 vidéos, où je crois qu'il y a Annie aussi, où il y a Rick Barron, et quelqu'un qui s'appelle John, mais dont le pseudonyme est Q, j'ai oublié son nom. Et en fait, il semble que ces 2 personnes aient été rendues très riches, à mon avis, dans la bulle dont parlait Eric tout à l'heure, hein, la bulle des dot-com, et ont été eux-mêmes confrontés à ces aspects, sont
eux-mêmes deux personnes vraiment très évoluées et qui ont abordé cette richesse d'une manière à la fois quantique et très empathique et humanitaire. Donc, c'est extrêmement passionnant, vraiment, écouter ces émissions, d'abord parce que vous en aurez besoin en tant que futur détenteur du résultat hein, de votre investissement. Il y a des tonnes de choses à apprendre. Et je ne sais pas si tu étais là, Marie, quand j'ai dit avoir posé la question à Nick, qui a confirmé discuter avec Émilie d'une structure qui nous accompagnerait après le flip. Oui, je l'ai entendu. Oui, c'est nécessaire. On est déjà accompagné par Annie, par Émilie, par Rick, par Nick aussi. Hein, donc, ils sont en train de mettre sur pied pour l'instant dans cette forme de vidéo, mais où il y a beaucoup, beaucoup à apprendre. Hein. J'ai quelques notes d'ailleurs, je ne sais pas si elles sont très... je ne sais plus trop où je les ai mises, mais il faudra que je vous en parle peut-être la prochaine fois. Il y a des choses qui sont... Oui, voilà, ça s'appelle... C'est sur la chaîne Leap of Consciousness, la chaîne d'Annie. Et oui, bon, j'ai pris quelques notes, mais tout ça n'est pas très organisé. Mais vous verrez, si vous l'écoutez, on a vraiment envie de prendre des notes. D'accord, ça avance, ça travaille. On voit que dans tous les coins, les gens se forment, les gens partagent leurs expériences associées à des professionnels qui peuvent commenter et élargir tout cet aspect de conseil. Et puis en même temps, nous, ça nous permet de travailler réellement notre niveau de conscience, hein, ce qui est absolument nécessaire et de mieux comprendre comment tout ça se forme. Avez-vous des questions? Ça fait un petit peu plus d'une heure maintenant. D'autres questions ou d'autres commentaires ou des choses qui vous ont intéressé cette semaine? J'ai vu qu'il y avait une vidéo là en 3 phases sur avec Dylan. Ah oui, Dylan. alors oui. Alors c'est autre chose. C'est sur le culte de Baal, c'est ce dont tu parles? Mais après il y a son culte. Est-ce que c'est sur le culte de Baal? Il y a le culte de Baal d'une part, mais après il y a autre chose avec alors c'est peut-être pas Dylan, c'est l'autre truc, c'est le truc astrologique ou je ne sais pas trop quoi pour déterminer. Jarine. Oui, c'est Jarine. Avec Jarine, c'est sur le sujet du Cosmic Human Design, qui est un système auquel j'ai pas du tout eu encore le temps de m'intéresser, basé sur l'astrologie sidérale, c'est-à-dire l'astrologie qui prend en compte la réelle position des planètes, ce qui n'est pas le cas dans l'astrologie tropicale qu'on trouve dans les magazines, en gros. Hein, voilà. Et par exemple, qui peut changer votre signe. Moi, je suis dans l'astrologie tropicale, je suis Gémeaux. Dans l'astrologie sidérale, je suis Taureau. Donc, il peut y avoir des changements pour certains signes. Et donc, c'est basé sur ça. En fait, ça détermine certaines possibilités et contrats même, je dirais, d'âme et possibilités d'évolution des personnes, oui. Je n'ai pas encore eu l'occasion de m'y intéresser, donc je ne peux pas vous en dire plus. Je n'ai pas encore écouté ces vidéos. Oui, il y a ça aussi. Je cherche un peu à priorité, donner un ordre de priorité à ce que je dois écouter. Alors, pour ça, tu dis il y a les vidéos de Rick Barron et John Hicks. Voilà, c'est ça. Et Jarine après, et le culte de Baal. Alors, je te signale que je suis tombé sur une vidéo du X Factor. Ça te dit quelque chose? Ça me dit quelque chose, mais c'est un terme qui a été utilisé pour plein de choses, donc je suis pas certaine. Mais non, en fait, si tu veux, c'est quelqu'un qui était dans le système et qui raconte tout dans le détail comment c'est. Alors, je crois que ça dure 3h47, mais qu'après il y a une deuxième partie. Si tu peux la mettre sur le chat, ça serait vraiment sympa.
La vidéo n'est pas disponible, mais il faut aller dans les archives web pour la trouver. Bah, si tu peux D'accord? envoyer un lien, ça serait sympa. Je te l'enverrai. C'est gentil. Oui, le culte Voilà. de Baal, je l'ai regardé, j'ai pas fini. Ça commence bien, mais j'ai trouvé des choses qui sont des imprécisions, c'est pas très grave, ou des choses qui sont un peu fausses, mais euh, j'ai l'impression qu'il y a un agenda quand même derrière, ce qui veut pas dire que 95% de ce qu'il dit n'est pas vrai, hein. Moi, c'est un sujet que D'accord. je connais assez bien, mais je pense que ça va apprendre beaucoup de choses aux gens qui ne le connaissent pas. Par contre, il y a des D'accord. problèmes quand même logiques par rapport notamment à la religion, ce qu'il appelle le catholique romain. Euh, je pense que, enfin moi, il y a certaines choses qui me gênent. Alors, je vais les mettre sur le papier, hein, mais j'attends de terminer la vidéo pour rassembler tout ça. Donc, je ne suis pas sûre disons, de la totale objectivité de ce monsieur. Tout ce qu'il dit, c'est vraiment intéressant et c'est très certainement vrai. Je pense qu'il y a quelques trucs peut-être pas si vrais que ça et qui ont une importance pour nous parce qu'ils vont orienter la manière dont on voit notre héritage. C'est quand même notre héritage dont il est question. Alors, je ne suis pas là pour défendre le Vatican, certainement pas, ni même la religion constituée qui est le christianisme, on va dire, européen. Mais je pense qu'on y colle beaucoup de choses qui sont fausses, et notamment sur l'Inquisition. J'ai des billes là-dessus, et il dit des choses qui ne sont pas exactes, et on peut faire des remarques qu'il oublie de faire. Et notamment, par exemple, que le grand inquisiteur Torquemada n'a pas tout à fait ce qu'on lui reproche, et que les grands inquisiteurs de l'Église chrétienne à cette époque-là étaient des juifs convertis. Donc ça veut pas dire que la religion chrétienne n'était pas mauvaise, mais si elle était mauvaise, c'était qu'elle avait été prévue comme ça aussi par des gens qui pratiquaient le culte de Baal. Donc on revient un petit peu au même problème, mais il y avait au sein du christianisme des tendances différentes. Et tout le monde n'était pas pourri, mais enfin, en même temps, c'est vrai qu'on peut le dire de tout ce qui est critiqué. Et on voit même que les Rockefeller aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez lu ça à plusieurs reprises, il y a une partie des Rockefeller qui se battait contre l'autre et qui est aujourd'hui du côté des chapeaux blancs. Donc voilà, simplement, on a besoin de changer notre vision très dualiste des choses, et c'est un des changements qu'on doit opérer sur nous-mêmes et sur notre conscience. D'où l'importance extrême de ce travail. C'est quelque chose tout à l'heure sur un autre forum. Apparemment, même, j'ai pas eu le temps de voir, mais Washington serait complètement vide. Ah, mais ça fait longtemps qu'on le dit, Eric. Oui, non, mais là, plus de camions, de vannes ou de choses comme ça. Bon. Oui, ouais, ça fait quand même déjà un moment hein, que la ville est vide. Et alors moi, je suis allée à Washington en 2000, il y a longtemps, hein, même pas, non, en 1992, quelque chose comme ça. Et justement, quand je repense à la ville que c'était, où on était aux touche-touche des épaules sur les trottoirs, et le nombre de vidéos que je vois depuis 2017, c'est incroyable. Effectivement, la ville est vide de toute façon hein, par rapport à la ville que j'ai connue. Mais on sait Oui, que l'IRS est vide. Oui, Pascal. oui, ben, excuse-moi, mais je voulais rajouter encore une chose, une réflexion qui a été faite dernièrement par Blinken ou par un général américain, peu importe, euh, qui spécifiait que même si les Russes envoyaient des bombes atomiques sur l'Europe, ils ne répondraient pas. Alors, on peut se poser la question, c'est assez bizarre, mais quand on pense qu'effectivement, ils n'ont pas la main sur le bouton rouge, ils risquent pas de répondre, ça c'est clair. Et en plus, je dois rajouter aussi la chose un peu bizarre que notre ami Emmanuel Macron veut absolument participer à la prochaine réunion des BRICS.
Alors, c'est assez rigolo, mais enfin bon, voilà, il y a vraiment des choses, on est un peu à la fête foraine en ce moment. Oui, et moi je voulais noter un parallèle aussi. J'écoutais Tucker Carlson sur Twitter où le dernier, donc il y a 4 épisodes. Allez les voir en les commençant dans l'ordre. Pourquoi? Parce que on voit que Tucker Carlson a pris son public de Fox News, qu'il l'a emmené sur Internet, qu'il a bien plus de visibilité sur Twitter qu'il n'en avait sur Fox News. Et donc, ce qu'il révèle, c'est l'agenda, c'est le nouveau narratif, c'est déjà la déclassification. Donc, il y a un épisode où il parle d'Obama et de sa vie. Enfin, le sujet n'est pas sur Obama, mais il en parle. Il dit des trucs incroyables sur Biden dans le numéro 4. Il parle du harcèlement politique qui est fait à Trump et qui fait de Biden un despote. Enfin bon, alors là, on peut dire qu'il bourre de pilules rouges la gorge de ses auditeurs. Écoutez-le, ça dure 10 minutes à chaque fois, 13 minutes, je crois, pour la plus longue. C'est extrêmement drôle, hein, parce qu'il manie l'humour et la dérision avec beaucoup de talent. Et ça nous montre ce qui est révélé à chaque fois aux Américains. Et alors, pourquoi j'en parle aussi? Parce que le dernier numéro, il parle du suprémacisme blanc, en disant vous en connaissez, vous, c'est quoi? Est-ce que c'est plus grave que la guerre nucléaire? Parce que donc, il se moque des politiques, évidemment, qui disent oh là là, le suprémacisme blanc, mais c'est terrible. Alors, il fait beaucoup d'humour sur ça. Mais aujourd'hui, dans la voiture, j'écoutais une émission où on nous expliquait que l'extrême droite, c'est vraiment atroce, quoi. J'ai vu aussi qu'un homme politique avait dit que c'était maintenant qu'il fallait détruire le Front National, alors qu'il est mort dans l'eau, comme disent les Américains. Et on voit que nous aussi, on a notre suprémacisme blanc. Et ce parallèle me convainc, s'il en était nécessaire, qu'il s'agit de narratif, que c'est pas parce qu'on est en train de passer du côté du despotisme, mais c'est qu'on est en train de montrer aux gens le despotisme dans lequel ils vivent. Et il y avait donc un monsieur qui expliquait que depuis 2017 en France, il y a eu des interdictions, il y a eu des procès, parce qu'il existe une institution qui est l'équivalent de l'Observatoire des sectes, ça s'appelle l'Observatoire de je sais pas quoi, la connerie qu'ils ont inventée. Et voilà, on est entièrement là-dedans. Nous, on l'appelle pas suprémacisme blanc parce qu'on n'a pas assez de noirs, je suppose, ou de gens d'une autre couleur que ce qu'ils appellent les Français de souche, terme inventé par eux, hein. Mais on nous la joue différemment avec l'extrême droite. Donc c'est intéressant de voir que avec Tucker Carlson, on a vraiment la structure de ce qui est révélé, de ce qui est montré aux gens pour les réveiller. Et il suffit pas qu'un Tucker Carlson évidemment l'explique, il faut aussi que les nouvelles vous le montrent sans arrêt, vous montrent que vous vivez dans une dictature, hein, tout simplement. Et certainement pas dans une démocratie. Donc c'est assez amusant, allez le voir. Ça s'appelle Tucker. Twitter Tucker, quoi, ou Tucker, oui, c'est Twitter Tucker, ça s'appelle, son émission. On voit que le procédé était quand même bien huilé, puisqu'il a fallu qu'Elon Musk prenne Twitter et après que Carlson parte sur Twitter pour avoir vraiment la parole. On voit que vraiment il y avait un plan derrière. Au départ, ils nous l'ont joué un peu comme ça, mais là il y avait vraiment quelque chose de bien établi. C'est ça. Et le pire du pire, je vais essayer de vous partager votre écran pour vous montrer une capture d'écran que j'ai fait pendant l'émission de Tucker Carlson. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Attendez, je partage mon écran vite fait. J'espère que ça a marché. Quelquefois, je ne me rappelle plus parce que c'est pas toujours évident. Voilà. Dites-moi s'il y a un problème. Voilà, je partage mon écran. Et où est ma capture? Vous voyez mon écran là? Alors voilà ce qu'a montré Tucker Carlson. Est-ce que c'est assez grand pour que vous puissiez lire? Vous arrivez à lire? Oui, en cliquant dessus, oui. Voilà. Alors en fait, Tucker Carlson explique dans son 4e épisode que pendant 25 secondes à peu près,
alors qu'on voyait Biden à la Maison-Blanche parler et Trump dans un meeting s'adresser à ses supporters, le bandeau d'en dessous a été affiché par un producteur de Fox News. Et le bandeau dit que celui qui veut être dictateur parle à la Maison-Blanche après avoir fait arrêter son rival politique. Et d'ailleurs, vous voyez en dessous que Tucker Carlson a nommé son épisode 4 celui qui voulait être dictateur. Donc c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment génial. Alors il en fait des gorges chaudes, c'est extrêmement amusant parce qu'après il raconte que le gars a été viré, que il a même pas pu rester 2 semaines alors que c'est une des personnes les plus importantes parce qu'il est très compétent sur Fox News. Mais alors après, il nous explique que non, enfin quand même, c'est outré. Comment est-ce qu'on peut dire que Biden est un dictateur? Un dictateur, c'est quelqu'un qui est riche. Alors à chaque fois, vous voyez la maison de Biden, c'est quelqu'un qui rend toute sa famille riche. C'est quelqu'un qui a des sociétés, qui utilise les délits d'initiés, enfin bon bref. Et il fait un portrait total de ce qui est en ce moment reproché à Biden. Donc vraiment, ne manquez pas, c'est super drôle. Une question. Voilà mes amis, écoutez, Ah, oui. Pascal, j'avais une question. À un moment donné, Yaxa a fait passer un message. J'ai retrouvé quelque chose. C'était sur le Libor Swap et le Oui. Sforcing, je ne sais trop quoi. Alors, Le je veux sport, bien, il y en avait oui. un pour je ne sais plus trop combien. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Alors, je ne suis pas trop sûre de ce dont tu parles, Eric, hein. Je pense que ça fait allusion au fait que le 17 juin, je crois que c'était le 17 ou le 20, mais, le Libor, qui était l'indice d'évaluation des prêts entre banques, qui avait été très critiqué depuis les crises qu'il y a eu dans le système bancaire, et que les banques s'étaient engagées à changer, est enfin transformé. C'est-à-dire que ce ne sera plus un truc qu'elles feront ensemble en s'arrangeant, et donc ça va s'appeler le SBOR ou le SBOR, mais ça va, et donc ça ne sera pas fait par des gens venant forcément des banques qui s'arrangent entre elles, mais ça sera un indice plus objectif. Alors, je pense que ça fait allusion à ça. Mais comme tu n'as pas trop décrit ce dont tu parlais, je ne me rappelle plus ce qu'a dit Yaska. Tu peux détailler peut-être, Eric? Passer un poste de Yaxa et après il a été supprimé, mais on retrouve des traces dans le chat. Il y a Maximus qui en reparle, mais je crois que c'est lui, enfin peu importe. Mais je sais pas ce que c'est. Alors, elle disait que c'était apparu dans le Indus Payment le 14, et je crois que elle en a parlé elle a dû en parler le 17 ou quelque chose comme ça. D'accord. Alors, moi, j'ai vu que Émilie avait posté hier ou aujourd'hui, je crois que c'est ce matin, hier, que Indus Payments avait 2 nouveaux tokens. Et je crois qu'il y en a un qui doit être probablement le SBOR. De la même manière qu'on a les SP500 dans plusieurs tokens, hein, qui sont aussi des indices. Les indices des 500 plus grosses compagnies, là, ce seraient les indices concernant le SBOR. Elle n'a pas donné de détails, Émilie, et je n'ai pas suivi le chat. On avait du monde, donc j'en sais pas plus. D'ailleurs, il y a eu une remarque qu'a faite Émilie, comme quoi les Indus Payments étaient aussi une fleur qu'avaient fait les chapeaux blancs à nous chez Stellar, pour nous permettre d'acheter des choses très intéressantes et d'avoir de gros gains à la suite. J'aurais dit la même chose de Swiss Custody, mais on verra. Payments.com ou Induspayments.com, il me semble, oui. Enfin, si c'est pas .com, tu sais que c'est .org, mais de toute façon, tu dois en avoir beaucoup des Indus Payments. Si tu veux, je te préciserai.
Voilà, je vois que mon téléphone est tombé à 15% et ça fait 1 heure et demie que nous sommes ensemble. Donc, si vous n'avez pas de questions, de toute façon, on peut avoir d'autres questions sur le chat. Et à ce moment-là, je vais vous souhaiter une excellente soirée. C'était encore une belle journée. Et puis, je vous remercie d'avoir été là. J'espère qu'on pourra se voir bientôt. Je pense qu'au beau jour, ça serait vraiment sympa de faire quelque chose. Je sais pas, je vois bien un petit pique-nique ou peut-être être en extérieur ou au bord de la mer, qui sait. Ça serait sympa. Peut-être au mois de juillet. Voilà, bonne soirée à tous. Marie, très bonne continuation. Merci. Pascal, Bonne on se voit très soirée. vite. Merci beaucoup. Ouais. Au revoir à tout le Bonne soirée tout monde. le monde. Au Au revoir, revoir. Eric. Eric, je voulais Bientôt. te demander si tu peux jeter un œil sur ce qui se passe avec l'Irak aussi, s'il y a eu du nouveau dans les votes. Non, alors, ce qui se dit, c'est que le budget a été voté mercredi dernier. Le point d'achoppement, c'était le problème kurde. Les autres, après, bon, bah, une fois que c'était fait, bon, ben, ils se mettent d'accord sur les points de détail. Par contre, je sais qu'aujourd'hui, ils ont été discutés avec les Turcs pour la réouverture du pipeline qui va à Ceyhan. Je sais pas ce qu'il en est. Par contre, ce que l'on ne sait pas, c'est quel est le cadre législatif de la loi appliquée en Irak, puisque les Irakiens n'ont jamais promulgué de loi sur le pétrole. Il faut qu'elle soit votée. Il faut quand même que soit défini dans un cadre juridique clair la proportion qui va à l'État et la proportion qui va aux entreprises. Il est presque sûr que c'est un narratif. Je ne sais pas si tu seras d'accord, mais pour Je moi, c'est sais. voté, tout est clair. Voilà. Donc, ils sont Oui, tous en train de s'attendre. Ils sont tous en train de s'attendre les uns les autres. Hein. Les Russes avec l'Ukraine attendent que le système financier soit prêt. Je crois que c'est lui qui bloque le plus au final, sachant que évidemment c'est pas QSI, hein, et c'est Stellar, mais en partie, en grande partie. Et pareil, en Irak, il doit y avoir. Alors tout ça essaie de se caler. C'est pour ça qu'on a cette impression que tout traîne, parce que tout traîne vraiment. Ok. Alors on se voit sur le chat si vous voulez. Sur le chat. Bye bye. Et bonsoir, je vous embrasse. Bonsoir. Bonsoir, Merci. Marie. Bonsoir.